Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis le 20 septembre 2018, sa sortie médiatique fait couler pas mal d'encre et de salive. Ses prises de parole, jusqu'ici rarissimes sur les plateaux de télévision, font désormais tache d'huile. Au bout de 26 ans de lutte acharnée pour l'alternance politique par la voie des urnes au Cameroun, le chasseur de lions vient de ronger ses fléchettes pour devenir l'ami du lion. Ce virage à 360 degrés, en dépit des explications du concerné, est loin de réduire l'avalanche de critiques d'une certaine opinion, surpris par cette nouvelle posture du coordonnateur national du mouvement progressiste. Ce soir, dans le cadre de cette livraison de votre émission dédiée à l'actualité autour des présidentielles et tout dit, nous recevons l'honorable Jean-Jacques Ekindi, nouveau soutien de Paul Biya, président sortant et candidat à la magistrature suprême cette année. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et j'envoie mon salut fraternel aux chers téléspectateurs. Honorable, je voudrais qu'on commence par le sujet d'actualité qui suscite des gorges chaudes, et ce malgré les explications qui ont été données au cours d'une conférence de presse que vous avez tenue à votre domicile ici à Douala. Vous soutenez la candidature du président de la République, Paul Biya, et une certaine opinion a tout fait de dire que le chasseur du lion est devenu l'ami du lion. Je pense que nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'opinion, donc j'accepte. Au contraire, je suis même prêt à me battre, comme dirait d'Alembert, pour que ceux qui s'opposent à moi puissent s'exprimer. Ce ne sont que des opinions, il faut les prendre comme telles. Ce sont des commentaires, il faut les prendre comme tels. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par les problèmes politiques que rencontre notre pays. Dans cette vision qui est relativement superficielle, où les catégories qui sont retenues ne sont malheureusement pas de manière explicite des catégories politiques, mais des catégories polémiques, on est libre. Et je n'ai pas lieu de faire plus de commentaires que cela. Par contre, lorsqu'il s'agira d'entrer véritablement dans le sujet, à savoir quel Cameroun voulons-nous, pourquoi, comment, avec qui, à ce moment-là, le débat sera ouvert. On va y arriver, honorable Jean-Jacques Ekindi, mais je voudrais qu'on se questionne quand même sur votre attitude qui est loin d'une cohérence comme vous connaissez habituellement. Vous aviez déclaré votre candidature, pourtant l'intention de candidature c'était le 12 juin 2018 au cours d'une conférence à Yaoundé. Entre-temps, on ne vous a pas vu lors du dépôt des candidatures relatives à ce scrutin. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'était le 12 juillet. Effectivement, 12 juillet 2018. Avant de revenir sur cet aspect très particulier, je voudrais dire que mes convictions n'ont guère varié. J'en prends une. Nous sommes absolument convaincus que la meilleure forme de l'État au Cameroun, c'est le fédéralisme. Nous l'affirmons dans le MP. Nous apportons notre soutien au candidat Biya. Mais nous restons sur nos positions que la meilleure forme, c'est le fédéralisme. Donc, nous ne varions pas. Nous cherchons simplement à voir quelles sont les conditions les meilleures pour qu'on puisse mettre en application ce qui sont nos convictions. Donc, dans l'opposition, nous n'avons pas vu de conditions optimales pour l'implémentation de nos convictions et de notre projet. On parlera de vos convictions politiques, honorables. Parce que vous voulez... Non, on en parlera largement. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce qui s'est réellement passé. Vous aviez dit solennellement, et d'ailleurs la presse a applaudi abondamment, que vous êtes candidat à cette élection présidentielle. C'était le 12 juillet 2018. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'honorable n'a pas eu le cautionnement électoral? J'ai dit deux choses. J'ai dit que je suis candidat. Et j'ai terminé en disant que si on trouve une meilleure opportunité pour implanter notre projet, j'étais prêt à me ranger derrière cette opportunité. C'était au Hilton. Ça signifie donc que dans notre tête, il n'y a pas une fixation. Ensuite, nous avons préparé le dossier technique. Lui n'a pas peut-être de problème.
Et nous avons rencontré un certain nombre de défaillances dans l'organisation de notre candidature. L'ayant constaté, nous avons décidé de ne plus aller à l'élection. Je me suis arrêté là et j'ai abondamment dit que cette explication doit suffire à ceux qui veulent l'entendre. Mais pour quelqu'un qui est un habitué de la scène politique, c'est vraiment difficile à concevoir de voir l'honorable Ekindi qui nous a habitués pratiquement à être à tous les scrutins qui sont organisés depuis 1992. En premier lieu, de cette façon sa révérence. Non, en premier lieu, je n'ai pas été présent à tous les scrutins. En 2004, vous Non, en 2004, j'étais. En 97, je n'y étais pas. Et en 2004, je me suis désisté au profit de Frondi. On en parlera. C'est donc dire que je ne suis pas un obsédé de l'élection, comme vous semblez plus ou moins le laisser entendre. On est surpris que lui. Non. Nous jugeons chaque situation et nous prenons la décision qui nous paraît conforme. En 1997, nous avons décidé de ne pas y aller. Nous n'étions pas candidats. En 2004, nous nous sommes désistés en faveur de Frondi. En 2011, nous y avons été jusqu'au bout, alors qu'il y avait pas mal de dérèglements qui auraient pu nous amener à nous désister. Et en 2018, après toute préparation et toute chose vue, nous avons estimé que la meilleure attitude pour nous n'est pas d'aller être le candidat de plus. Parce que les conditions pour ne pas être uniquement le candidat de plus n'étaient pas réunies. Alors en 2004, vous vous êtes désisté pour soutenir la candidature du candidat du Social Démocratique Front, le parti de la balance. Sauf qu'en 2018, un autre candidat, toujours investi par cette formation politique, est toujours en course pour la magistrature suprême. Qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas cette fois-ci réédité l'exploit d'un soutien? Je voudrais être très, très bref et très clair. À chaque circonstance politique, il faut prendre une décision. Et dans notre activité, dans notre fonctionnement, nous ne sommes pas prisonniers, nous sommes libres. Ça signifie que si en 2004, nous discutons avec le SDF et avec Frondi, c'est ces circonstances de 2004 qui l'appellent. En 2018, nous ne nous sentons pas liés aussi au prétexte que 14 ans plus tôt, on avait soutenu le SDF. Non, on évalue les circonstances. Et je ne veux pas rentrer dans l'histoire des relations du MP et du SDF, mais toute cette histoire participe aux décisions que nous prenons. Et en dernier lieu, c'est le Cameroun. Les problèmes que rencontrait le Cameroun en 2004 sont à certains égards radicalement différents des problèmes que le Cameroun rencontre en 2018. Donc je m'étonne que cette différenciation ne soit pas prise en compte et que les aspects formels comme l'appartenance à l'opposition ou les alliances passées, etc., elles contribuent, mais ne sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est à l'heure où nous sommes, dans les conditions où nous sommes, quelles sont les meilleures conditions possibles pour faire avancer le Cameroun. Et nous tirons les conclusions. Honorable Jean-Jacques Ekindi, vous avez donc choisi de soutenir la candidature du chef de l'État sortant. Peut-on revenir sur les réelles motivations de ce soutien inattendu? Ce que je voudrais dire, c'est que en tant que journaliste, je vous respecte beaucoup. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je suggère pour la bonne compréhension des téléspectateurs qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Parce que les sous-entendus n'apportent rien. Tout à fait. Bon, donc je soutiens le candidat Paul Biya. Inattendu, possible. Mais pourquoi est-ce inattendu? Parce que pendant un certain temps, j'étais dans l'opposition. L'opposition a RDPC. Vous êtes toujours dans l'opposition ou vous êtes déjà dans le pouvoir? Mais je pense que ce sont des éléments objectifs qui le disent. C'est pas parce que quelqu'un rêve la nuit qu'il est dans le pouvoir que les analystes et les journalistes comme vous se mettent à déclarer qu'il est dans le pouvoir. Il a rêvé la nuit qu'il est dans le pouvoir. Les attributs de ceux qui sont dans le pouvoir sont très clairs, visibles. Si vous les voyez sur moi, vous me le dites. Mais moi, je ne les vois pas. Donc, je suis une formation politique. Et je souhaite également que... C'est vrai que l'on dit souvent que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais le Cameroun n'est pas isolé du monde. Le Cameroun n'a pas inventé la politique. Le Cameroun n'est pas le premier pays à avoir le multipartisme, à avoir des alliances, à avoir des mésalliances. Dans pratiquement
tous les pays, vous prenez la France, l'Angleterre, etc. Theresa May, pour avoir son investiture comme Premier ministre, a dû s'allier avec un parti qui n'était pas du tout en obédience. Macron, pour pouvoir stabiliser sa présidence, a noué pas mal de relations. Et ces relations-là, on les identifie par rapport à l'idéologie du parti. Ici, on voudrait plus ou moins laisser entendre que l'opposition est une idéologie. Non. L'opposition, c'est une situation conjoncturelle dans laquelle on se trouve, on ne se retrouve pas. Quand les écoles... Hulot, dernièrement, a quitté le gouvernement de Macron, bon, il est parti parce qu'il estimait qu'il pouvait faire le travail. Je souhaite donc que de ce point de vue-là, on revienne à des catégories politiquement compréhensibles. À savoir que, voici la situation du Cameroun. Êtes-vous prêt à y aller, oui ou non? Dans quelles conditions y êtes-vous? Je ne me suis jamais posé la question, étant de l'opposition, dois-je ou non quitter l'opposition? Je me pose la question, le Cameroun étant ce qu'il est, dans la situation où il est, où dois-je me positionner, où dois-je positionner mon parti pour avoir les meilleurs résultats possibles dans le but que nous poursuivons? Donc, la question de savoir, je suis encore dans l'opposition, je ne suis pas dans l'opposition, je suis le mouvement progressiste. Nous n'avons rien changé, ni dans notre charte, ni dans nos statuts, ni dans nos convictions, ni dans l'approche fédérale. Tout cela, on l'a pas changé. Est-ce que cette décision prise a fait l'unanimité au sein du mouvement progressiste? Les décisions, je ne sais pas si elle a fait l'unanimité, mais une chose qui est claire, c'est que la décision du parti a été prise. Et ceux qui l'ont prise avaient qualité pour le faire. Ils l'ont prise à bon escient. C'est la raison pour laquelle, si vous aviez été au meeting de soutien au candidat Biya qui a eu à Bepanda hier, vous auriez vu le mouvement progressiste dans toutes ses formes. Bon, mais il va de soi qu'il y ait des gens qui n'auraient peut-être pas approuvé. Quand j'ai soutenu la candidature de Frondi en 2004, il y avait des militants qui ne l'ont pas soutenu, qui l'ont dit, qui l'ont manifesté et qui ont pris leurs réserves. Oh, un parti libre ne peut pas être... Pour son soutien, si vous avez consulté les militants? Mais le problème, c'est que je consulte toujours les militants. Mais quand je dois prendre une décision importante, c'est à moi qu'elle appartient. Je n'effectue pas un vote, parce que ce sont des décisions opérationnelles. C'est un peu comme si vous demandiez à un général qui est en pleine guerre, si au préalable, il avait organisé un vote pour décider d'attaquer à gauche ou à droite. Non, il vous consulte. Et souvent, vous ne savez même pas qu'il est en train de vous consulter. Il vous pose une question qui peut vous paraître anodine, mais qui va permettre de constituer son jugement. Ensuite, il prend sa décision et il l'assume. En tant que leader, j'ai pris ma décision et je l'ai assumée. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que je l'ai fait exactement dans les mêmes conditions que quand j'ai soutenu Frondi. Je n'ai pas fait une convention pour dire est-ce que oui ou non on va soutenir Frondi. J'ai pris ma responsabilité. Il y en a qui ça a plu, il y en a d'autres à qui ça n'a pas plu, et nous avons continué. Honorable Jean-Jacques Ekindi, j'aimerais quand même qu'on reste sur ce soutien parce que c'est un sujet qui suscite davantage le débat parce que certains estiment qu'il y a une incohérence dans votre approche. Vous êtes favorable au fédéralisme. Oui. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Vous aviez d'ailleurs indiqué que le fédéralisme offrait la meilleure lisibilité sur la production et la redistribution des subsides de l'économie à travers les 10 régions du Cameroun. Le candidat que vous soutenez est littéralement opposé à cette vision des choses. C'est exact. Comment est-ce qu'on comprend votre soutien? Ce n'est pas très compliqué. Le candidat que nous soutenons est président de la République. Il est garant de la Constitution. Garant. Et la Constitution stipule que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Quel que soit le président qui est là, il doit d'abord le soutenir. Supposez que demain on me dise président. J'hérite de cette constitution. Je ne peux pas commencer à la détricoter sous prétexte que mes convictions politiques personnelles penchent pour le fédéralisme. Je prête serment, comme il l'a fait, je jure de protéger la constitution. Donc il est normal que son propos soit conforme à la constitution qu'il a juré de protéger. Maintenant, quand on va passer sur le champ politique, ce sera autre chose. Et le champ politique, c'est quoi? C'est que la Constitution, on peut la faire évoluer. Mais tant qu'elle n'a pas évolué, le président doit la défendre. Et moi, j'espère, que ce soit avec Biya ou avec d'autres, que cette Constitution évoluera pour atteindre ce qui me semble un optimum pour le Cameroun. Donc je ne vois pas de contradiction à soutenir un président qui a juré de respecter la Constitution, qui la respecte. Mais qui est farouchement opposé au fédéralisme. Le problème n'est pas le problème, c'est qu'il doit protéger la Constitution. Il n'a pas à dire s'il est farouchement ou pas. Voici la Constitution. Je jure devant le Cameroun
et les idiomes que... J'évoque davantage ce sujet, honorable, simplement parce que des 8 candidats qui sont face aux candidats sortants, finissons d'abord avec celui-là. Finissons d'abord avec cet élément de dénominateur commun qu'est le fédéralisme, on a du mal à comprendre. Non, finissons d'abord avec celui-là. J'espère que les téléspectateurs ont compris qu'un président doit d'abord défendre sa constitution. La constitution. Donc, si la constitution stipule un État fédéral, le président doit défendre l'État fédéral. Si elle dit État unitaire, défendre cela. Maintenant, la politique a pour visée finale de modifier la constitution dans le sens voulu par la majorité des Camerounais. Ce n'est pas encore fait, mais nous militons dans ce sens. La deuxième chose, vous dites beaucoup de candidats militent pour le fédéralisme. À ma connaissance, vous avez parcouru la profession de foi de certains de ces candidats qui vous proposent justement le fédéralisme comme nouveau. Tout à fait. Il y en a deux. Il y a aussi du SDF et il y a Akeremouna. Aussi propose un fédéralisme à 10 États, comme nous-mêmes. Akeremouna propose un fédéralisme à 2 États, contrairement à nous. Le fédéralisme d'Akeremouna ne nous convient pas. Je n'ai pas le temps de débattre ici, mais pour toute une série de raisons, il ne nous convient pas. Le fédéralisme de Ochi semble un peu embarrassant. Pourquoi? Parce que dans le même temps qu'il propose un État fédéral à 10 États, Ochi se propose de supprimer le Sénat. Mais dans tous les pays fédéraux, la Chambre haute est la Chambre des États fédérés. Vous ne pouvez pas gérer un État fédéral avec une seule chambre. Parce que vous allez créer un déséquilibre absolument incommensurable du fait que le statut des États va uniquement défendre de leur population. Vous prenez un pays comme les États-Unis. La Californie a près de 60 millions d'habitants. L'Alaska a 700 000 habitants. Donc le nombre de députés produits par la Californie et le nombre de députés produits par l'Alaska, c'est le jour et la nuit. Et s'il y a une seule chambre, mais l'Alaska ne pourra pas être défendu. Donc quand déjà cette approche-là pose problème, je commence à lever un peu. Donc, mais la deuxième chose, c'est que nous ne soutenons pas un projet. Nous devons nous déterminer sur un candidat. Le candidat doit régler tous les problèmes, y compris le problème du fédéralisme. C'est vrai qu'il est important, mais il n'est pas le seul. Donc quand nous scrutons les candidats en vue de faire notre choix, nous observons toute la palette, et notamment ce que nous considérons comme essentiel au niveau du Cameroun. Et on attend leur réponse. Alors vous avez semblé, au cours de ces multiples rencontres avec les hommes des médias, regretter le fait que certains leaders politiques, notamment pour ceux qui sont candidats à cette élection présidentielle, ne se souciaient pas beaucoup du climat sociopolitique qui prévalait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Vous avez le sentiment que le candidat que vous soutenez actuellement est préoccupé par cette situation? Oui. Oui, nous avons le sentiment, non seulement le sentiment, mais la certitude. Vous avez appelé au dialogue? Vous pensez qu'il a ouvert ce dialogue-là? Non, je n'ai pas appelé au dialogue. Vous avez souhaité un dialogue, honorable Jean-Jacques Ekindji, au cours d'une rencontre avec les hommes des médias. Vous avez insisté sur le volet dialogue comme étant l'amorce d'une réconciliation. Non, entendons-nous bien. J'ai appelé au dialogue à une certaine phase du conflit. Quand il y a eu ces mouvements, des arrestations, etc., nous avons fortement appelé au dialogue. Mais dès lors qu'on a commencé à avoir des morts d'hommes, dès lors qu'on a tué, qu'on a égorgé, qu'on a empêché les enfants d'aller à l'école, le dialogue ne peut pas régler ce type de problème. L'attaque est intervenue alors... Le dialogue régler des problèmes d'insurrection armée, de meurtre, de destruction. Il faut d'abord revenir à une société civile. Il n'y a guère que dans la société civile qu'on fait le dialogue, mais pas dans une société de guerre. Et ce que nous dénions à un certain nombre de candidats, c'est qu'ils essayent de faire croire aux Camerounais qu'on peut régler des situations de guerre par le dialogue. Non. On réduit d'abord la situation de guerre, et ensuite on dialogue. Mais on ne peut pas dialoguer sous les bombes. Et nous avons eu des positions très claires, à savoir que vous avez au moins 3 situations. Territorialement, vous avez des zones qui sont en état de guerre. Mais en état de guerre, on se comporte comme à la guerre. Vous avez des zones où l'ordre est fortement troublé. Nous recommandons au président Biya de mettre en place l'état d'urgence. Un état d'urgence, ça limite les droits des personnels,
de personnes. Ça accroît un peu les capacités d'intervention de l'armée et de la police. Et enfin, nous avons des États qui ne sont pas perturbés, pour l'essentiel, qui rentrent dans le cadre de l'ordre démocratique, de l'ordre public. Mais une fois qu'on a fait ces 3 zones, on les traite en fonction de leur État. Et là où il y a des états de guerre, où on met des bombes, où on tue, il faut faire la guerre. Parce qu'on ne voit pas comment, c'est un peu ce que disait Churchill, je l'ai dit hier au meeting, que après les accords de Munich avec Hitler, il a dit au Parlement anglais, vous aviez à choisir entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur, mais vous aurez quand même la guerre. Donc dire que maintenant on choisit le dialogue, oui, mais on a quand même la guerre. On ne peut pas ne pas traiter la guerre, parce qu'elle est là, parce que les gens meurent, parce qu'il est inacceptable que des responsables politiques dans leur pays voient des gens mourir et n'aient comme solution que je vais dialoguer avec ceux qui ont tué. C'est pas possible. Voilà ce que je dis. Honorable Ekindi, je voudrais qu'on avance dans cet échange ce soir, mais que l'on reste sur ce soutien à la candidature. Il n'y a pas de problème, c'est vous le journaliste, donc je suis là pour répondre à toutes vos questions. Puisqu'il est candidat à la magistrature suprême, donc pour vous, il apporte des éléments de clés de compréhension et de solution à la crise dite anglophone. Sauf qu'effectivement, cette crise anglophone nous a offert quasiment 2 visages. Depuis pratiquement 2 ans, on a quasiment 2 courants qui sont observés dans cette partie du terroir, un courant sécessionniste et un courant fédéraliste. Vous dites que vous avez le sentiment que le candidat Biya a la meilleure approche pour résoudre ce problème? Je dis une première chose, c'est que le candidat Biya se préoccupe de régler la crise. Il est le chef de l'État. Vous auriez attendu que les opposants fassent quoi exactement? Non, j'aurais attendu qu'il fasse des propositions. Je n'en ai pas entendu beaucoup. Mais ils ont proposé le fédéralisme. C'est une proposition pour désamorcer, disent-ils. Non. Du point de vue, on a vu territorialement comment ça peut se passer, mais du point de vue sociologique et politique, il y a une barrière ferme entre ce qui est du domaine du politique et ce qui est du domaine de l'insurrection armée. Nous avons toujours préconisé le débat. Le débat, le peuple camerounais étant un peuple souverain, il peut avoir un débat souverain sur toutes les questions qui le concernent. Ça veut dire qu'il peut débattre de l'État unitaire décentralisé, il peut débattre de l'État fédéral, il peut débattre de la sécession. Le Cameroun ne serait pas le premier. Le Canada débat régulièrement de la sécession. La Catalogne débat de la sécession. Les Basques... Donc, au niveau du débat, nous n'avons aucune restriction. Mais par contre, prendre les armes pour tuer, c'est là où le marché. Donc, la première des choses, c'est bien faire le distinguo. C'est Albin Chalandon, un ancien ministre français, qui a d'ailleurs été président de ELF, CEREPCA, qui disait qu'il faut choisir où on fait la politique, où on fait la révolution. Mais on ne peut pas faire les deux. Quand on fait le débat, on n'est pas dans les brousses pour confronter l'armée. Alors, si, pour revenir à votre question, le président Biya s'est occupé en tant que président de la partie réduction de la rébellion ou de l'insurrection. La deuxième partie, c'est le débat. Et nous entendons bien que ce débat ait lieu. Et que ceux qui sont fédéralistes s'expriment librement, ceux qui sont sécessionnistes qui s'expriment librement, et que les Camerounais à choisir quelle est la meilleure situation pour eux. Mais ne pas confondre les deux. Parce que c'est dans cette confusion qu'il y a des problèmes, parce que moi, je ne peux pas accepter que mes enfants n'aillent pas à l'école au prétexte que nous avons un débat politique. Non. Le débat politique doit laisser les enfants aller à l'école, se préparer pour leur avenir et se préparer à gérer le Cameroun. Mais pas qu'ils perdent 1 an, ils perdent 6 mois, ils perdent, etc. Donc voilà ma position qui est très claire. Et je n'ai pas vu ces positions auprès des candidats dont vous parlez. Vous avez amorcé une démarche pour une candidature unique de l'opposition à ce scrutin et vous avez posé quelques préalables à cette candidature-là. Qu'est-ce que s'est-il concrètement passé? Mais concrètement, j'ai été abordé. Je n'ai pas initié la recherche d'un candidat unique. J'ai été abordé
pour contribuer à cette recherche-là. J'ai trouvé que c'était une bonne chose, parce que ma conviction profonde est qu'un État qui marche bien est un État qui marche sur ses deux pieds. Un pied droit, un pied gauche. Nous avons le pouvoir et nous avons l'opposition. Si l'opposition est forte et le pouvoir est fort, le Cameroun ira vite et bien. Mais s'il y a l'un des deux qui n'est pas fort, il va boiter. Donc, et quand on a un cadre comme vous de l'opposition qui décide de soutenir le parti au pouvoir, vous attendez à ce que cette opposition soit vraiment forte? Mais le problème, c'est que vous faites une fixation sur le formel. Quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, l'Allemagne, etc. Le parti d'Angela Merkel et le parti socialiste sont les deux grands partis. Quand l'un est au pouvoir, l'autre est dans l'opposition. Mais ils ne font pas une fixation. Quand, après les dernières élections, où tous les deux ont perdu énormément de voix, le président de la République allemande a dit, écoutez, compte tenu des difficultés du pays, je vous demande à tous les deux de me constituer un gouvernement d'union. Ils l'ont fait. Ils ne sont pas réfugiés derrière des catégories que non. Si c'est Merkel au pouvoir, moi je suis dans l'opposition. Si jamais je vais chez Merkel, je vais affaiblir l'opposition. Non, c'est l'Allemagne qui était en jeu. Et c'est le même type de raisonnement que je viens ici. Je ne fais pas un fétichisme sur l'opposition. S'il y a des possibilités pour que le Cameroun avance et que nous ayons la possibilité de contribuer, on contribue. Et c'est normal. Ce qu'il y a d'essentiel pour nous, c'est nos convictions et nos projets. Le fédéralisme, le développement, la lutte contre la corruption, etc. Alors, si on l'exerce dans l'opposition, très bien. Si on trouve le moyen de l'exercer avec le pouvoir, très bien aussi. Donc, des cadres comme nous qui affaiblirions l'opposition, non, nous n'avons pas pour vocation. 26 ans, honorable Ekindi, que vous êtes dans l'opposition et vous êtes donc une voix très écoutée. Ah, c'est vous qui le dites. Mais quand on mesure cette écoute au score que j'ai aux élections, on constate que je suis pas écouté. Vous avez la force de l'expérience, au moins, pour l'opposition. Oui, absolument. De ce côté-là, nous avons une certaine expérience. Alors, honorable, parlons justement de ces coalitions autour d'une candidature de l'opposition. De votre expérience, qu'est-ce qui peut justifier les multiples échecs observés jusqu'ici? Mais je crois que plusieurs choses peuvent la justifier. Et ce dont on a parlé il y a quelques minutes est une bonne piste. Être de l'opposition, ça veut dire s'opposer à ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir doivent faire, doivent gouverner. Ça veut dire que sur des centaines de décisions, ils doivent en prendre une ou deux. Ceux qui sont à l'opposition signifie qu'ils peuvent parfaitement se retrouver dans les 99 décisions manquantes. Alors, ça fait que être dans l'opposition ne constitue pas un lien politique assez fort pour aller au-delà de l'opposition. Nous pouvons ne pas être d'accord sur tel individu ou tel acte, mais ça ne signifie pas que nous savons tous les deux sur quoi nous sommes d'accord. Donc, avant de faire une union ou une plateforme ou une recherche d'un candidat, il faut que nous ayons des points d'accord. Que nous ne nous contentions pas du seul point d'accord qui est « nous sommes contre le pouvoir ». Oui, nous sommes pour le pouvoir, mais moi je suis peut-être pour un État religieux, vous êtes pour un État d'extrême droite, l'autre il est pour un État fédéral, etc. Nous pouvons avoir une diversité infinie de positions. Il faut la réduire. Et si on veut en faire l'économie, c'est-à-dire si on ne débat pas sur ça, mais il y a 1000 chances sur 100 que nous allions à l'échec. Partout où il y a eu des alliances, il y a d'abord une clarification au niveau de la plateforme commune. Or, la recherche de la plateforme est une activité à laquelle les opposants tels que nous les connaissons ne consacrent pratiquement pas de temps. On les voit au moment où une élection est annoncée. C'est tard. Parce que moi, une élection annoncée, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Ça fait donc qu'il y a un handicap extrêmement sérieux à rechercher un candidat ou une plateforme unique de l'opposition quand on n'a pas préalablement cherché à rapprocher les positions des partis concernés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bon, ces opérations sont des opérations qui durent, qui mettent du temps. Il y a un constant de temps qui est long. Or, si on prend cette élection, c'est peut-être quelques mois avant la date de l'élection qu'on a connu des candidats. Et ces candidats se sont préparés pour aller à l'élection.
ils ne sont pas préparés pour aller trouver une plateforme dans laquelle ils vont adhérer. Et la préparation d'une élection présidentielle est tellement coûteuse en temps, en moyens, en énergie, qu'une fois qu'on a fait cet investissement, on n'est pas particulièrement disposé à le sacrifier pour aller dans une plateforme à partir de laquelle on n'a pas travaillé. Alors, donc, j'allais dire que les conditions sont réunies pour que ça n'aboutisse pas. Et même avec la déferlante populaire actuelle, où certains évoquent le syndrome de 92, vous n'avez pas le sentiment que, en quelques jours, une coalition est possible? Non, quand vous parlez de la déferlante... Ben, écoute, on regarde, on observe les meetings comme vous, d'ailleurs, comme le meeting du Rassemblement démocratique qui a mobilisé... Oui, non, mais quand vous parlez de déferlante, comme en 92, revoyez les photos. Mais c'est quelque chose de monstrueux. Moi, je me souviens du meeting que j'avais fait à Yaoundé quelques jours avant, avant l'élection, où tout le stade, c'était monstrueux. Ça n'a rien à voir avec ce que on a fait à Bepara, qui est déjà une très bonne chose dans le contexte actuel. Mais à l'époque, tout le monde était dans l'eau. Donc nous sommes très loin de la déferlante. Et ensuite, il y a une autre caractéristique. En 92, par exemple, pour parler de déferlante, c'est tout le peuple qui était concerné. Dans le meeting de Bepanda, c'est le RDPC et quelques-uns de ses alliés qui sont concernés. Ils ne peuvent pas avoir l'impact de 92. Et en troisième lieu, c'est le mouvement populaire en 92 qui a choisi le candidat Frondi. Ce n'est pas le candidat Frondi et son parti qui ont été capables d'enclencher un mouvement populaire. C'est complètement différent. Or, à l'heure actuelle, le peuple camerounais, dans ses attitudes, attend que ce soit les leaders et leur parti qui impulsent ce mouvement populaire. Ils n'auront pas la force. Et c'est un peu ce que l'on voit là. Ils n'auront pas la force. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut aménager cette situation de telle sorte qu'on puisse avoir accès aux résultats escomptés? Et je terminerai sur ce point en disant que pour que vous ayez une déferlante populaire, il faut quelques idées simples, comprises et que les gens soutiennent. En 92, c'était conférence nationale souveraine. Il y aura. C'était pas Jean-Jacques Ekindi, c'était pas Frondi, c'était pas Bello, c'était conférence nationale. Dès que la moindre population éveillée entendait ça, c'est un mouvement. À l'heure actuelle, on ne crée rien. On ne crée rien. On dit, je vous promets tant d'euros, je vous promets. C'est difficile de créer des différences. Alors, pour l'honorable Jean-Jacques Ekindi, le président de la République, Paul Biya, est donc le meilleur choix, du moins pour ce qui est de ce scrutin de 2018. Est-ce à dire, et c'est un doux euphémisme, que les 8 autres candidats sont de dangereux aventuriers? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des vocables que je m'interdis de prononcer. Dangereux, aventurier, ça n'ajoute rien. C'est juste un jugement de valeur qui ne... Vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas l'expérience pour conduire le pays, vu le contexte socio-politique à l'heure actuelle? Je ne me suis même pas attardé sur ça. Je me suis attardé sur leurs propositions et leurs propos. C'est ça qui... On peut avoir des gens extrêmement brillants à 20-25 ans. Napoléon était un général extrêmement brillant à 25 ans, alors qu'il y avait des vieux généraux avec beaucoup d'expérience qui ne pouvaient pas rivaliser avec lui. Donc, autant je récuse l'argument de la vieillesse, autant je récuse celui de la jeunesse. Par contre, quand on veut faire quelque chose, il faut montrer ce qu'on veut faire. Et ce que je peux, à la limite, exprimer comme réserve vis-à-vis des candidats dont vous parlez, c'est que quand je les écoute, ils ne sont même pas préoccupés des problèmes camerounais. Parce que vous ne pouvez guère résoudre que les problèmes que vous vous êtes posés. Si vous ne vous posez pas un problème, vous n'aurez pas sa solution. Or, il y a des problèmes que les Camerounais se posent et qui ne trouvent pas de solution. Lesquels on aura, par exemple? On a parlé des problèmes de la guerre. Oui. On a parlé des problèmes de la corruption. Je n'ai pas encore... D'où la question de savoir si vous avez vraiment parcouru le programme politique de ces candidats. Vous n'avez vu aucune proposition en parcourant, par exemple, la profession de Fouad Akeremouna ou bien de celui de Kamdo ou Cabral Libi. Vous n'avez pas vu
Non. Dans cette profession, des fois, des dispositions justement qui s'attaquent à ces fléaux Non, je ne les ai pas vues. Ou j'ai vu des choses qui, quand quelqu'un dit, bon, pour arrêter la guerre, je vais me rendre là-bas, demander aux gens... Je dis que ce n'est pas une proposition. Le problème, c'est que je suis en train de mourir. Je fais quoi? Non, quand je serai président, je vais venir, je vais dire à tes adversaires que ce n'est pas des propositions. Quand quelqu'un dit, bon, écoutez, je vais peut-être supprimer toutes les instances intermédiaires là, pour lutter contre la corruption, ramener ça au droit commun, ce n'est pas une proposition. Ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que le Cameroun est corrompu jusqu'à la moelle et qu'il faut trouver une solution. Et cette solution, on ne la trouve pas dans une simple déclaration, je vais lutter contre la corruption. Il faut être beaucoup, beaucoup plus précis. Vous êtes en train de peindre un tableau noir hein, d'un régime qui est au pouvoir et dont le candidat est en cours. Je ne peins pas, non, je ne peins pas un tableau noir. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas changé. J'analyse et je me dis, comment peut-on faire pour s'en sortir? Mais je dois être rigoureux dans mon analyse. Je ne suis pas là pour dire des choses qui n'existent pas. Quand je dis que la justice est corrompue, mais c'est qu'elle est, c'est que les gens la vivent. Je suis sûr que ceux qui m'écoutent, ça va évoquer quelque chose en eux, parce qu'ils disent, oui, j'ai tel procès, qui ne souffrait pas de doute quant à son issue, et puis, compte tenu de ce que j'ai appris, il s'est déroulé autrement. Donc, ces réalités-là, elles sont là. Alors, c'est pour ça que je dis, le président, le candidat Biya est le mieux à même d'y apporter une solution. Pourquoi? D'abord parce qu'il en a conscience. Il sait qu'il faut répondre. Les autres, bon, ils ont peut-être fait des points. Et la deuxième chose, c'est que il a manifesté la volonté d'y répondre. Quand il dit dans un congrès de son parti, je vais faire rendre gorge aux délinquants en col blanc. Ça signifie qu'il connaît le problème, qu'il doit pour l'adresser. Sauf que depuis cette déclaration, vous savez que le Cameroun a été... Je vais vous relancer, honorable. Vous savez que depuis ce congrès, le Cameroun a battu 2 records. Hein. On a été 2 fois champion du monde de la corruption. C'était justement après ce discours-là. Alors, donc, pourquoi pensez-vous qu'il est la personne indiquée pour résoudre ce problème? Précisément. Je crois que la question est de savoir comment peut-on le résoudre. Et on arrive tout de suite à la suite qui est de dire, mais Biya, en tant qu'individu ou en tant que président de la République, il ne peut pas régler ce problème. Parce que quand un gendarme vous demande 1000 francs au bord de la route, c'est pas Biya. Quand un marché vous est refusé parce que tel après, c'est pas Biya. Donc c'est un problème systémique. Quel est le système qu'on doit mettre en place pour y faire face? Et nous pensons que les propositions que nous avons, plus des propositions des autres, commenceront à faire le constat d'abord que les mesures prises par le président Biya sont insuffisantes à éradiquer la corruption. On parlera de ces mesures en allant de manière progressive sur un sujet de manière précise, voilà, pour que vous ayez à donner votre point de vue sur ce sujet-là. Mais j'aimerais qu'on sorte définitivement de ce sujet autour de votre candidature, de votre soutien à la candidature du président sortant Paul Biya, avec finalement cette question que tout le monde pourrait se poser au quartier. 26 ans d'opposition, 36 ans de magistrature suprême pour le candidat sortant, et aujourd'hui, votre soutien au président de la République Paul Biya. Comment convaincre l'opinion que vous ne visez pas un strapontin politique? Laissez-moi rire, parce que si je vise un strapontin, c'est parce que Biya a 36 ans de pouvoir. Donc je vise un strapontin. C'est parce que vous êtes fatigué de lutter, que vous vous êtes rendu compte qu'en face vous aviez un véritable... Voilà, donc je suis fatigué de lutter et maintenant donc, vous voulez vous non, reposer. Je voudrais que... Parce que vous pensez qu'à venir chez vous, aller au meeting, ça c'est se reposer, ça. Réfléchir, travailler, c'est me reposer. Non. Revenons à des choses beaucoup plus sérieuses. Et quand on fait les questionnements, ce qui m'embarrasse souvent, c'est que nous nous en tenons à la forme. Avant d'aller plus loin dans mon développement, je vais prendre le cas d'Élisabeth II, reine d'Angleterre. Elle est reine, je crois, depuis 54 ou 55. Elle tient bien son âge, elle est toujours au pouvoir. Son fils Charles a été pressenti comme roi, mais la maman est toujours là, elle tient ferme. Dans d'autres pays, comme l'Espagne, la Belgique, le roi a démissionné pour laisser la place, en Espagne, à son fils, qui était plus jeune, qui a repris la royauté.
Les Anglais pourraient se dire, mais en Espagne, le roi était tellement vieux qu'il a jugé utile de laisser la place à un jeune. Parce que bon, il faut que les choses changent. En Belgique, c'était un peu le même cas. Mais en Angleterre, ils se disent, la reine, elle est là, elle remplit son office, c'est à elle de prendre cette décision ou de ne pas la prendre. On n'en fait pas un débat politique. Ici, nous avons beaucoup plus de chance. Paul Biya est au pouvoir depuis 36 ans, à la Majesté suprême. Mais au départ, tous les 5 ans, les Camerounais devaient confirmer sa magistrature. Et ensuite, tous les 7 ans, ils devaient la confirmer. Et il la confirme. Il la confirme. Alors, qui suis-je pour décréter que non, les Camerounais qui confirment la magistrature suprême ne sont pas très sensés. Ils auraient dû se rendre compte qu'après 36 ans, il faut l'enlever. Il est là. Croyez-moi, si une force alternative vient convaincre les Camerounais que cette force alternative est celle-là même qui doit diriger le Cameroun, personne ne peut y résister. Biya, là, personne. Mais si, au lieu de chercher à construire cette forme alternative, qui redonnera la confiance aux Camerounais, qui leur dira, moi, dans ces circonstances, voilà où je vous conduis. On spécule plutôt sur des éléments accessoires. Oui, ça fait très longtemps qu'il est là. Oui, il est vieux. Oui, il est bêtis. Il ne faut pas que ça soit toujours... Oui, on peut alors que son spéculer. bilan semble parler pour lui. Non, le bilan n'est pas... Quand vous êtes au milieu du gué, il faut vous sortir de la rivière, soit en avançant, soit en reculant. Commenter tout ce qu'il y a autour ne vous avance pas. Le bilan est un des éléments d'appréciation. Oui. Le bilan est un... Alors, si la force alternative veut utiliser le bilan pour renforcer ses positions afin de battre Biya, oui. Mais ce n'est pas ce que l'on voit. L'on voit beaucoup de choses, beaucoup de propositions, beaucoup de promesses, beaucoup... Bon, on verra le 7 si ces promesses-là sont de nature à changer la donne et à obtenir qu'un autre candidat soit élu à la place de Biya. Vous aviez justement parlé de la prochaine thématique qu'on devait aborder. Justement, cette élection du 7 octobre prochain va se tenir dans un contexte qui reste marqué par la fébrilité du climat dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et les CAM prévoient déployer 23 000 bureaux de vote sur l'ensemble du triangle national. Mais il y a quelques inquiétudes. D'abord, le regard que vous jetez sur cette crise sociopolitique. Mais je pense et quelle solution véritable faudrait-il implémenter? Je pense que nous aimons beaucoup les euphémismes. Dès lors que il y a de manière systématique des attaques des forces de défense, dès lors qu'il y a des morts, dès qu'il y a des destructions, dès qu'il y a des bombes, je n'appelle plus cela une crise sociopolitique. Parce qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Il y a une crise insurrectionnelle. Et je fais la part des choses. À côté de l'insurrection, il peut y avoir des débats politiques, mais pas dans l'insurrection. Quand vous prenez le cas de la Catalogne, il y a eu une crise sociopolitique. Une opposition entre la Généralitat catalane et le pouvoir central à Madrid. Il n'y a pas eu Morton, il n'y a pas eu de bombe. Sinon, ce ne serait plus une crise sociopolitique. Et ceci est embarrassant parce que cela fait croire aux gens qu'on peut prendre des solutions qui sont préparées pour résoudre des crises sociopolitiques et les étendre au point de résoudre l'insurrection. Non. Donc, au niveau de la crise sociopolitique, dont les tenants et les aboutissants apparaîtront certainement dès lors que le calme sera revenu, nous avons une position qui sont très claires. Nous sommes des démocrates convaincus. Nous sommes des progressistes. Nous sommes des fédéralistes. Et chacune de ces assertions a toute une série de conséquences qui vont avec. Nous les mettrons sur la table quand il s'agira de débattre politiquement. Et nous essayerons d'emporter la conviction d'un maximum de Camerounais pour que ce soit nos solutions qui sont retenues. Maintenant, quant à la guerre, il faut la rallier. Quand il y a sinon, ça ne servira à rien à un État d'avoir une armée. Mais toutes les expériences du monde ont conduit les États à avoir soit des armées de métier, soit des armées de conscription. Avoir une armée parce que quand on tue les gens, il faut arrêter ça. Et en dehors de l'armée, on ne connaît pas d'autres moyens d'arrêter ceux qui tuent et qui pillent. Maintenant, chacun d'eux a une raison.
j'ai tué parce que, etc. Mais pour l'heure, même si vous vous référez à la Bible, le premier, du moins le deuxième, je crois, des 10 commandements, c'est « Tu ne tueras point ». Il ne dit pas « Si tu as de bonnes raisons, tu pourras tuer ». Il dit « Tu ne tueras point ». Donc on ne veut pas qu'on tue. Maintenant, qu'on débatte, qu'on dialogue, oui. Il faut d'abord arrêter de tuer. Très bien. En quoi le fédéralisme peut être une solution définitive à ce problème? Et nous avons promu le fédéralisme bien avant l'apparition de la crise anglophone. Donc ce n'est pas une solution opportuniste pour régler la crise anglophone, on va faire le fédéralisme. Non, nous pensons que le fédéralisme est le meilleur des systèmes pour un pays comme le Cameroun. Je rappellerai du reste l'exemple de la Belgique, qui a été un État unitaire décentralisé pendant au moins 2 siècles, et qui en 1970 a décidé de s'organiser en État fédéral, parce qu'il a senti que certainement les solutions elles viendront de là. Et de par le monde, à quelques exceptions, moi je n'en connais même pas, on n'a pas vu de pays qui sont passés d'un système fédéral à un système unitaire, sauf le Cameroun en 72. Mais tous les autres, parce que les solutions et les avantages sont évidents. Alors vous me posez la question de savoir, d'abord, il y a la gestion de la souveraineté. Dans un État fédéral, le peuple de chaque État est souverain. Ce n'est pas une souveraineté nationale qui est déléguée à un président de la République, à un roi, non. C'est chaque Länder en Allemagne qui est souverain. Ensuite, les Länder se réunissent et ils décident des dévolutions qu'ils vont faire au pouvoir central. Donc ce n'est pas le pouvoir central qui a la capacité de dire « je vous délègue ça ». Non, ce sont les États qui le font. Et quand on prend la Constitution américaine, par exemple, ils avaient mentionné au départ que chaque État qui déléguait une partie de sa souveraineté à l'État central avait la capacité de la reprendre. C'est pour indiquer combien est fort un système fédéral. À partir de là, le principe de subsidiarité permet que dès lors qu'une compétence va au-delà d'un seul État fédéré, il faut qu'il soit pris en compte par l'État fédéral. Si vous prenez des exemples simples comme la pollution, si on a une pollution, on ne peut pas dire que la pollution existe dans un État et pas dans l'autre. Si l'air est pollué, l'air va se balader partout. Donc dans ces conditions-là, c'est l'État fédéral qui prend en compte. Par contre, toutes les exigences de développement au niveau local sont ipso facto prises en compte par l'État fédéral. Et la répartition des ressources, pratiquement dans tous ces cas-là, c'est qu'on est à peu près entre 40 et 60% des ressources qui sont dévolues aux États fédérés, le reste à l'État fédéral. Au niveau du Cameroun, si on prend par exemple 50%, ça veut dire que si on a 4 000 milliards de budget, on a 4 600, etc. Si vous prenez la moitié, ça fait 2 000 milliards, vous avez 10 régions, 200 milliards chaque année pour que chaque État se développe. Ce n'est pas une question d'un ministre qui a décidé d'allouer la construction de telle école à la région de l'Ouest ou la construction d'un puits. Non, c'est que la région de l'Ouest, elle a son budget, elle s'organise de tout et elle a aussi des missions, comme les missions d'éducation. L'éducation de base, dans aucun État fédéral, vous ne verrez les missions d'éducation de base être traitées au niveau central. Non, c'est l'État qui les traite. Je pourrais assez longuement développer là-dessus, mais le temps est en cours. Je m'arrête là et je suis prêt à faire. Tout à fait. S'il vous arrivait d'être consulté par le président de la République sortant, puisque vous soutenez sa candidature à cette élection 2018, vous le préconiseriez en État fédéral à combien de... Vous savez, quand on regarde la constitution des États, on constate qu'il y a une grande variété. La dénomination, parfois, ne recouvre pas la même réalité. Si l'on prend le Royaume-Uni, c'est un État, c'est un royaume constitutionnel organisé en État unitaire
décentralisé. C'est la désignation officielle. Mais dans le Royaume-Uni, vous avez 4 nations. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et chacune de ces nations, depuis 1990, où les lois de dévolution ont été mises en place, a un Parlement, un Premier ministre, un gouvernement, des cours de justice qui sont souveraines dans l'État. Mais il reste néanmoins un État unitaire décentralisé. Ça veut donc dire que nous avons la faculté de proposer au président que l'État unitaire tel qu'il est conçu et organisé ici ne mène nulle part. Tout en respectant la Constitution, on peut le faire évoluer. Mon vœu étant que l'évolution finale soit l'État fédéral, mais on peut le faire évoluer pour qu'il se rapproche de ces standards qui donnent leurs preuves. Quand vous voyez la force avec laquelle l'IRA et la révolution irlandaise ont secoué la Grande-Bretagne, mais elle a tenu bon. Vous voyez la force avec laquelle... On sait qu'avec la montée du populisme et le repli identitaire que certains décrivent, ce n'est pas un risque de migrer rapidement vers l'État fédéral au Cameroun? Il y a une faculté absolument magique de l'État fédéral. C'est que vous devez, devant chaque problème, vous interroger sur votre propre engagement et contribution. Ça signifie quoi? Ça signifie que si la région du littoral était un État fédéré, à chaque problème, nous les habitants du littoral, nous commencerions d'abord par savoir comment ça se fait, comment on va faire, qui fait quoi. Mais dans l'État unitaire, il est tellement facile pour nous de nous coaliser contre Yaoundé. Donc au moindre problème, Yaoundé. On ne ramasse pas les ordures, Yaoundé. Les routes sont gâtées, Yaoundé. Oui, c'est très facile comme argument, mais comme réalisation, c'est très peu. Donc je ne crois pas que les replis identitaires vont remettre en cause la structuration de l'État, parce que la responsabilité sera là. Si on élit un gouverneur pour faire telle mission, repli identitaire ou pas, on veut que les routes soient bonnes. On veut que les écoles soient bonnes. On veut que les entreprises soient créées. Et je crois que loin de favoriser un repli identitaire ou des confrontations à caractère tribal ou ethnique, les gens seront plutôt poussés à dire, bon, il faut qu'on s'en sorte et du mieux possible. C'est notre croyance. Ce fédéralisme-là, ce sera combien d'États? 10 États, parce que quand vous observez dans le monde... Donc chaque région va représenter un État. Chaque région. Vous prenez le cas des États-Unis, vous prenez le cas du Nigeria, vous prenez le cas du Soudan, etc. Vous prenez le cas de l'Allemagne. Quand le fédéralisme vient à coiffer une structure étatique, il s'appuie d'abord sur les structures politiques et administratives existantes. C'est de cette manière-là que vous voyez en Allemagne, vous avez des États qui ne sont constitués que par une ville. Parce que, historiquement, elle était là, elle était gérée, elle était autonome. Par contre, vous en avez d'autres qui ont des dizaines de millions d'habitants. Comme aux États-Unis, on n'a pas dit, comme l'Alaska n'a que 700 000 habitants, on va la juxter avec... Non. Et administration, nous avons 10 régions qui connaissent, qui sont identifiées, qui sont organisées, qui ont subi une administration depuis 30 ou 40 ou 50 ans, avec un chef-lieu, etc. Le plus simple, c'est de commencer par là. Et de se dire que les États-Unis ont commencé avec 13 États. Ils en sont maintenant à 52. Le Niger a commencé avec 3 États. Il en est maintenant à 36. Donc, la flexibilité du système fédéral permet que les gens puissent réduire, augmenter, etc. Mais c'est une décision du peuple. Ce n'est pas comme ça a été quand la France, par exemple, où le président de la République initie une réforme régionale. Honorable Ekindi, je voudrais qu'on apprécie 2 ou 3 autres sujets d'actualité avant, si vous le permettez, de dresser quelque peu votre bilan. Bilan en tant que député de la Nation, on dira 2 ou 3 mots là-dessus. Mais restons sur la question d'actualité parce que c'est la préoccupation de nombreux Camerounais. Vous avez semblé dire tout à l'heure que le chef de l'État a sortant mené une bataille contre la corruption qui gangrène la société et qui plombe l'efficacité de notre économie. Cette corruption, vous avez le sentiment qu'on la mène normalement sous le régime actuel?
Ce que je peux dire, est-ce qu'il y a une c'est volonté que la corruption, réelle? elle est là. Elle est là. On la vit, on la subit. Elle nous matraque, elle nous mord. Donc aucun Camerounais ne peut ignorer ce phénomène. Nous en avons tous été victimes. En premier lieu, le chef d'État a fait des déclarations contre la corruption. En deuxième lieu, il a pris des dispositions législatives et réglementaires pour lutter contre la corruption. En troisième lieu, il a engagé des actions pour lutter contre la corruption. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont présents. Mais l'on constate que cette stratégie n'arrive pas à réduire la corruption dans des proportions que nous souhaitons. Donc, il y a déjà cette disposition à vouloir lutter contre la corruption, qui n'a pas toujours été perçue, puisqu'à un moment donné, il y a eu des débats Perçu sur... et appliqué? Je dis déjà perçu, puisqu'à un moment donné, le cheminement était bon, on cherche les témoins, etc. Donc, il y a eu un débat où les gens n'avaient pas le sentiment que le chef de l'État luttait ou avait la volonté de lutter contre la corruption. On ne peut plus revenir sur ce débat-là. Il a manifesté sa volonté. Les résultats ne suivent pas. Alors, nous disons, effectivement, la première difficulté, c'est que si vous êtes dans un système où la majorité des gens est corrompue, il est difficile de demander à ces gens-là, dont la majorité est corrompue, d'arrêter la corruption. Ce n'est donc pas la multiplication des lois qui nous permettra d'aboutir à un arrêt de la corruption. Par contre, quand vous analysez de manière systématique les éléments que la société camerounaise a mis en place pour se protéger contre la corruption, il faut les mettre en marche. C'est la première des choses. Avant de chercher quoi, je prends un exemple. Dans la loi de 2007, qui vaut régime financier de l'État camerounais, la loi organique des lois de finances, il est prévu des rapporteurs spéciaux dans la commission des finances qui ont la capacité de contrôler sur pièce et sur place partout où il y a des fonds publics, c'est-à-dire les ministères, les sociétés d'État, etc. Cette loi a été adoptée depuis 2007, c'est-à-dire 11 ans. Il y avait une disposition qui prévoyait qu'elle sera mise en application de manière progressive. Au bout de 5 ans, elles doivent être totalement mises en place. Donc elle l'est. Lorsque l'on a mis en place ces rapporteurs spéciaux, je ne sais pas si l'exercice a duré 2 ou 3 ou 4 mois. Immédiatement après, on a suspendu leur activité. Bon, ça veut dire que ceux qui sont les adeptes de la corruption ont senti qu'il y aurait danger à ce que cette disposition puisse les mettre en péril, et ils ont fait jouer ce dont ils disposent comme moyen pour faire arrêter ça. Donc je dis, la première des choses, c'est déjà de faire ça. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous avez affaire à la corruption, vous avez au moins 4 éléments. Le corrupteur, qui généralement initie l'opération, le corrompu, l'objet de la transaction de corruption et la transaction. On constate que dans les lois qui sont mises en place, on met l'accent sur le corrompu. Peut-être parce que c'est souvent un agent de l'État. Alors que la corruption, elle est généralisée. Elle touche tout le monde, le privé comme le public. Donc on ne devrait pas spécialiser ces lois sur les agents de l'État. Et ces lois, elles frappent le corrompu. Elles ne visent pas le corrupteur. Ça fait donc que les corrupteurs, ils ont beau jeu de se balader de place en place. Une fois qu'ils ont fait leur œuvre ici, si vous êtes le corrompu et que vous êtes attrapé par la loi, tant pis pour vous. Mais eux, ça leur permet d'aller voir un peu plus loin et de continuer à semer cette corruption. Il faut que la loi frappe de manière aussi forte le corrompu que le corrupteur. Ça permettra déjà que
ceux qui ont tendance à aller soudoyer, sachent qu'ils sont en danger. Et la troisième chose que je dis, c'est que dans ce type de transactions, surtout les transactions avec l'administration, ce ne sont pas des transactions secrètes. Une transaction, elle a besoin d'être initiée, le responsable a besoin de convoquer ses collaborateurs pour étudier les décisions à prendre, etc. On a besoin de demander à la secrétaire de saisir, au contrôleur financier. Donc il y a toute une série de gens qui sont concernés. On ne me fera pas croire que ces gens concernés ne subodorent pas la corruption qui transparaît dans les transactions qui sont amenés à étudier ou à viser ou à valider. Parce qu'avant que le directeur ne signe, et nous proposons au président Biya que tous ceux qui ont connaissance des actes de corruption soient systématiquement considérés comme des complices. Autrement dit, dès lors qu'on met la main sur une activité de corruption, vous étiez au courant, on a vendu l'essence à 4 000 francs le litre. Vous savez bien que l'essence, vous étiez au courant, oui, mais c'est le directeur, vous êtes complice. Pourquoi vous ne soyez pas complice? Pour dénoncer. Il y a d'autres dispositions auxquelles nous avons réfléchi. Nous allons les leur soumettre, parce que le temps malheureusement est court ici. Mais c'est pour dire que voilà le type de coopération que nous envisageons avec le président Biya pour améliorer le Cameroun. D'accord. Parlons d'économie. L'économie ne se porte pas forcément bien, hein, même s'il y a cette relance des cours des matières premières sur le marché international. Il y a que malheureusement les prévisions de croissance cette année encore pourraient osciller autour de 3 voire 4%. Comment on améliore une économie comme celle du Camerounaise qui devrait d'abord chercher à être compétitive, si on en croit quelques exégètes de l'économie? Et comment on fait pour améliorer cette économie-là dans un contexte marqué d'abord par le choc sécuritaire que vous connaissez, qu'on a d'ailleurs largement évoqué, par la conjoncture internationale et par des problèmes liés à la pratique ou alors la violation de l'orthodoxie en matière de gestion, parce que le candidat que vous soutenez prône aujourd'hui l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Oui, je pense que l'économie n'est pas dans une bonne situation. En tout cas, les taux de croissance attendus ne peuvent pas ni développer valablement les Camerounais, ni le conduire à l'émergence, comme c'est le souhait de tous. Ce qui m'embarrasse souvent, c'est que on ne prend pas toujours le temps d'analyser véritablement la situation économique du pays. Tout simplement parce que très vite, on fait appel aux grandes théories économiques qui ont été pensées, organisées par les prix Nobel, etc. Ensuite, il y a des prescripteurs économiques, comme la Banque mondiale, qui travaille sur les agrégats, le FMI, et puis quelques autres, la presse économique qui rend compte des statistiques, etc. Oui, mais quand on scrute attentivement les pays qui se sont développés, soit qui sont en forte voie de... On constate que tous ces agrégats, ce sont des agrégats qui ont été évalués après terme. Une fois que vous avez une économie qui marche, vous avez des statisticiens, des économistes qui viennent dire oh, ça marche très bien, il a un taux de croissance de ça, il a un PIB de ceci, il a une balance de paiement qui fonctionne comme ça. Oui, mais ce qu'il y a au fond, c'est des gens qui travaillent. Donc, si on prend la Corée, un des tigres, j'ai fait un voyage en Corée il y a peut-être 20, 25 ans. Et c'est des gens qui travaillaient 9 heures par jour. Et ce n'était pas un travail où, quand vous arrivez dans un bureau, vous voyez des gens qui sont... Non, c'est pas 9 heures par jour. Vous avez 2 pauses. Non seulement ils travaillaient 9 heures par jour, mais ils avaient des stratégies économiques très claires, très précises. C'est pas étonnant que des gens comme Samsung soient des géants coréens.
C'est pas étonnant que des gens comme leurs constructeurs automobiles, là, les noms m'échappent, soient des Coréens. Ça veut dire qu'il faut d'abord mettre les gens au travail. Mais on ne les met pas au travail à partir de l'administration. Parce que les Camerounais sont intelligents, comme les Coréens sont intelligents. Ça veut dire que s'ils voient là où ils peuvent s'en sortir, ils iront là-bas. Donc le travail pour nous d'un gouvernement, c'est de créer les opportunités où les gens iront travailler et ils se rendront compte qu'au fond, c'est la meilleure chose pour eux. Si vous laissez la corruption se développer, les Camerounais sont intelligents. Ils se rendent compte qu'on peut gagner de l'argent sans travailler. Parce qu'ils connaissent quelqu'un il a son cousin qui est à Yaoundé, qui a trafiqué, il est revenu acheter des voitures. Eux aussi vont faire pareil. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen que de travailler, et que par ce travail, on acquiert du bien, ensuite on va agréger tout ça pour donner des agrégats économiques, des taux de croissance, etc. Mais pour le Camerounais de base, lui énoncer un taux de croissance, ça ne lui dit rien du tout. Il se dit, bon, j'ai mon macabo là, c'est comment? Ah, on dit, écoutez, le macabo, si tu prends le marché local, tu peux en vendre là, tu peux ne pas vendre là. Mais ton macabo, c'est un macabo qui pousse dans une zone qui ne plaît pas aux gens. Oui, mais je vais faire comment? Attends. L'État. Parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes initiatives. Tout à fait. Mais qui n'ont pas été suivies des faits. Il y avait des moniteurs agricoles dont le rôle était précisément d'assister ces producteurs-là. Et puis petit à petit, tout s'est perdu. Pour en finir donc avec ça, c'est que, d'une part, au niveau macroéconomique, il faut revenir sur des choses raisonnables. Beaucoup de candidats disent qu'ils vont investir massivement dans l'agriculture pour créer des emplois. Non. Dans le monde actuel, si vous prenez les pays développés, il y a 3-4% de la population qui se consacre à l'agriculture. Parce que si on parce qu'elle est mécanisée. Mais vous ne pouvez pas maintenant mettre des galères avec des galériens à la rame pour dire que pour créer des emplois, on ne va plus prendre les bateaux à vapeur, on va prendre des galères parce que ça va nous donner beaucoup de gens. Mais vous allez accuser un retard absolument monstrueux. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, dire que vous allez créer une agriculture compétitive au niveau mondial en disant que vous allez faire le système IMO, haute intensité de main-d'œuvre, parce que chacun aura la houe et la daba. Vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez même pas le faire. Donc il faut se projeter. L'agriculture ne pourra pas, à terme, créer beaucoup d'emplois. Mais qu'est-ce qui peut créer de l'emploi? Les technologies modernes. Et pour ça, la première des choses, c'est d'investir massivement dans Internet et toutes ces technologies. Puisque Internet, c'est une interface à tout. À l'enseignement, à la radio, à la télé, à la culture, à la voiture. Mais il faut que massivement les gens, parce qu'on en aura besoin tout le temps. Et malheureusement, on ne le fait pas. La preuve, c'est que pour avoir une connexion, il faut attendre je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas vous moderniser, même dans l'agriculture, si ce n'est pas Internet. Parce que c'est Internet qui va dire aux paysans, voilà, 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 nous avons de la chance, nous avons du soleil. Donc à partir de l'énergie solaire, partout les gens pourront avoir les réseaux, charges, etc. Et là, ça demandera beaucoup. Ensuite, il faut revoir la formation. Ça se fait pratiquement partout. Dans toutes les universités du monde, pratiquement, l'enseignement est organisé par semestre. Ça signifie que ceux qui alimentent l'université doivent aussi être alimentés par semestre. Autrement dit, on doit avoir 2 sessions de baccalauréat pour alimenter la rentrée universitaire de septembre et pour alimenter la deuxième rentrée universitaire. Ensuite, il faut pouvoir créer des passerelles entre l'économie vraie, active et l'université. Quand vous allez aux États-Unis, vous voyez des gens qui ont 80 ans qui vont à l'université. Pourquoi? On dit oui, il y a une demande, une forte demande dans les travaux qui concernent l'environnement. Ok, c'est bon? Oui, moi je suis peut-être ingénieur chimiste. Ok, je retourne à l'université pour acquérir les connaissances qui me permettent. Cette fluidité permet que là on crée des emplois et on crée du dynamique. Mais ce que j'ai suivi de la plupart des candidats là ne me rassure pas quant au développement économique escompté. Honorable Ekindi, malheureusement, on va sortir de cette émission avec brièvement un petit mot quand même sur votre députation, votre mandature à l'Assemblée nationale. C'était de 2007 à 2013. Tout à fait. Alors, je relance juste un mot. Ce passage, ce séjour au sein de cette chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun vous a donné le sentiment. Au début, il était monocaméral. Après, il est devenu. Effectivement, avec l'entrée en scène du Sénat. Oui. C'est une chambre qui a sa place? Dans le système fédéral que je préconise, oui. Dans le système
unitaire, décentralisé, on peut se passer de la chambre haute. Mais bon... La chambre basse, vous voulez dire? La chambre... Non, de la chambre haute. C'est du Sénat, donc on peut se passer. Ah oui, il faut des députés. C'est les députés qui font la politique de la nation. Le Sénat, bon, il est en deuxième lecture, etc. Mais c'est les députés. Et d'ailleurs, tous ceux comme le Sénégal qui sont revenus à une chambre... Ils ont supprimé le Sénat. Ils ont supprimé le Sénat. Donc, alors, je crois que toutes les institutions politiques sont à l'image de la société politique. Si elle est fortement dominée par un parti, ces institutions seront fortement dominées par ce parti-là. Et le parti, il faut le concevoir comme un instrument de pouvoir. Le parti n'a pas les subtilités du style pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Quand un parti veut le pouvoir et accède au pouvoir, il essaie de prendre tous ces pouvoirs-là. Et les corrélations qu'il y a entre ces pouvoirs étatiques font qu'on n'a plus la possibilité, la flexibilité de faire évoluer la société comme il serait souhaitable de le faire. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait une opposition forte dès le départ pour réguler les instances qui sont au sommet. Et si on ne l'a pas, ben, de toute manière, tout le monde sait que c'est le président de la République qui est à la limite le président de tous les pouvoirs. Honorable Jean-Jacques Ekindi, on va malheureusement sortir d'autres phases d'échange avec cette fois-ci deux questions. La première question, s'il vous était donné de dire un mot aux Camerounais qui iront aux urnes le 7 octobre prochain. Mais je leur dirais, votez Paul Biya. Votez Paul Biya. Mais je continuerai en disant que, en votant Paul Biya, ne lui donnez pas un blanc-seing. Il y a des problèmes. En le votant, exigez qu'il règle les problèmes qui sont les vôtres. Et nous pensons que c'est lui qui a les meilleures chances de régler ces problèmes-là. Honorable Jean-Jacques Ekindi, êtes-vous au courant que depuis quelques jours, votre parti a été rebaptisé? Ah, je ne savais pas, mais vous... Au sein de l'opinion, on dit que le mouvement progressiste est devenu le mouvement pour le positionnement. Ah, ben écoutez, je crois qu'il y a quelque chose qui est très réjouissant. Ce qui est très réjouissant, c'est que quand vous prenez les réseaux sociaux, l'importance qu'on accorde aux pages, au web, etc., c'est le buzz qu'elles font. On comptabilise. Pour que les gens prennent la peine de rebaptiser le mouvement progressiste, ça veut dire qu'il fait du buzz. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir, puisqu'il intéresse tellement les gens qui sont même tentés de lui donner un autre nom. Bon, de toute manière, je pense que néanmoins, ce qui compte, c'est ce que l'on fait. En toute chose, il faut considérer la fin. Nous avons pris des positions. Le Cameroun ne s'arrête pas aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas le 7 octobre. Si Dieu nous prête vite, nous serons toujours là pour répondre des positions qu'on a prises. Si elles sont pleines de succès, nous nous en réjouirons. Si elles ont conduit soit ceux qui nous suivent sur le Cameroun dans des impasses, nous le reconnaîtrons, nous ferons notre mea culpa. Mais au moins, elle aura permis aux Camerounais de voir que cette voie n'est peut-être pas aussi bonne qu'on le croyait. Prenez-en une autre. Par contre, il faut avancer. Merci honorable Jean-Jacques Ekindi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement progressiste. Général du mouvement progressiste, j'y arrive. Et vous êtes désormais un soutien indéfectible à la candidature du président sortant Paul Biya. Ne dites pas indéfectible. Ça pourrait varier oui, non, selon le cours des événements. Mais pour l'instant, vous êtes un soutien à la candidature. Sans réserve. Du chef de l'État. Sans réserve. Merci d'être venu pour cette émission et tout dit sur les antennes d'LTM. Mille fois merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'espère que les téléspectateurs n'ont pas été déçus par ces échanges. C'est tout pour cette livraison d'Etoudi sur les antennes de la télévision du monde. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver demain avec d'autres invités, certainement d'autres thématiques. Bonsoir à tous.